Il s'agit de réfléchir ici autour des données d'analyse des matériaux et la question comment les rendre utilisables. Pour ce faire, deux spécialistes sont appelés à vous présenter la situation et les projets de Publicima Plus. Anne Michelin, d'un côté, Anne Michelin, physico-chimiste, maître de conférence du muséum, au sein du CRC, Centre de recherche sur la conservation. Elle mène des recherches sur la caractérisation des matériaux du patrimoine, spécialiste dans l'étude des documents graphiques, principalement à l'aide de techniques d'analyse non invasive et transportable, et elle oriente ses recherches actuellement sur le développement des techniques d'imagerie, notamment autour de l'imagerie hyperspectrale. Et de l'autre, pour l'accompagner, Gilles Kagan, photographe, diplômé de l'ENSP, dirigeant depuis 1991 l'équipe image de l'IRHT, composante du pôle numérique de l'IRHT. Il est donc également chargé de cours au CESR de Tours, spécialiste de l'acquisition d'images, de leur production et leur diffusion sur Internet. Gilles Kagan est connu dans toute la profession comme le spécialiste de l'image numérique des manuscrits médiévaux. Il a obtenu le cristal du CNRS en 2006, d'ailleurs, derrière toutes les campagnes de photographie de l'IRHT. C'est un des grands artisans de la BVMM et il est par ailleurs, ce qui n'est pas aussi, c'est aussi un titre important, moins connu, très impliqué dans l'étude numérique des reliures médiévales. Je laisse donc ici la parole à nos deux intervenants autour des données d'analyse des matériaux. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Moi, je vais essayer. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ça commence à fonctionner. Je peux le mettre en plein écran. Voilà. Voilà. Donc je vais commencer. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Donc, avec Gilles Kagan, nous allons vous présenter ce cluster 2 sur la prise en compte et la cherchabilité des données d'analyse des matériaux. Ce cluster, il a pour objectif de s'intéresser cette fois-ci aux données matérielles, donc qui viennent s'agréger au reste des données, aux numérisations, aux notices, à toute la documentation. Et on a donc souhaité par ce cluster s'intéresser à la mise à disposition de ces données, principalement sur les manuscrits, mais finalement à tout support de l'écriture. Donc, ça peut être aussi des inscriptions, des sceaux ou toute autre donnée sur l'écriture. L'idée derrière, c'est que ces données qui sont actuellement dans des laboratoires de recherche puissent être réutilisées aussi bien pour des personnes comme moi, spécialistes des matériaux, que pour une communauté beaucoup plus large, et d'où notre implication dans Biblissima Plus pour les historiens des cultures écrites. Donc là, j'ai un peu listé quelques laboratoires qui semblent intéressés par ce cluster et qui vont nous donner de la matière à réfléchir, on va dire. Mais évidemment, c'est le tout début, donc tout autre laboratoire ou personne intéressée par cette thématique est la bienvenue. Alors, oui, donc pour commencer, quelques mots en fait sur la matérialité, sur les supports de l'écriture. Support qui peut être évidemment solide, ne l'oublions pas. Donc on peut envisager tout support, que ce soit pierre, cire, bois, argile. Mais évidemment, sur les manuscrits, on va dire que nous sommes plus habitués à avoir des supports souples, tels que le papyrus, le parchemin ou le papier. Sur ce support, évidemment, je ne peux pas passer. Sur ce support, évidemment, de l'écriture, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Écriture souvent à l'encre, qui peuvent être des encres au carbone, des encres métallo- ou ferro-galliques, qui sont constituées de sulfates de métaux, sulfates de fer principalement, avec des molécules organiques qui sont extraites de noix de Galles, le tout dilué dans de la gomme arabique. Donc ça, ce sont les encres, on va dire, les plus classiques qu'on peut rencontrer, mais évidemment, pour écrire, on peut utiliser toutes sortes de matériaux, des pigments, etc. Et puis, quelques mots également sur les illustrations, notamment les enluminures, qui utilisent donc cette fois-ci uniquement ou principalement de la matière colorante.
des pigments et des colorants. Alors pour la chimiste que je suis, on va différencier ces deux matériaux en fonction de leur solubilité dans le solvant, mais peu importe. Des choses qui viennent donc du monde minéral ou du monde animal ou végétal, qui peuvent être des composés donc, naturels ou des composés de synthèse, peut-être sur des périodes plus récentes, mais même dans le passé, on a le cas de pigments de synthèse. Voilà, ces pigments, ces colorants, pour les appliquer, on a besoin d'un liant, donc, qui peuvent être de nature différente, de la colle de peau, des œufs, de la gomme arabique, qui donc vont montrer que voilà, tous ces matériaux vont se retrouver lors de notre analyse. Derrière ces quelques mots sur les matériaux, l'idée ici, c'était pour cette première journée de montrer un peu qu'est-ce que ces données matérielles peuvent nous apprendre, pourquoi c'est important. J'espère qu'on va réussir à vous convaincre que ces données-là peuvent être tout à fait complémentaires et apporter un point de vue autre, en tout cas, oui, en complémentarité avec tout ce qui peut se faire d'un point de vue historique. Donc, ces informations, de quelle nature elles sont? Enfin, on peut avoir des informations sur, évidemment, les matières premières qui ont été utilisées pour fabriquer ces objets, mais aussi sur les savoir-faire, sur les technologies qui ont permis d'obtenir l'objet, la couleur, l'encre et tous les matériaux. Mais également aussi, et il ne faut pas l'oublier, une dimension autour de la dégradation, puisque ces matériaux, ce sont des matériaux anciens, donc ce ne sont pas des matériaux qui viennent de sortir d'usine, donc il y a forcément des choses qui se sont dégradées, et donc on a toutes ces informations qui sont mêlées, et mon travail consiste à sortir et à isoler ces informations grâce aux propriétés de la matière, grâce à leur étude. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une bonne connaissance des propriétés de la matière, mais pour que l'interprétation soit bonne, soit fiable, il faut également une bonne connaissance de l'histoire des techniques et des matériaux, connaissance qu'on ne peut pas avoir de façon complète quand on est physico-chimiste et qui nécessite forcément un dialogue avec un historien, un archéologue, quelqu'un qui connaît le contexte et qui va pouvoir aider à l'interprétation. Donc c'est véritablement un travail interdisciplinaire pour que les interprétations soient les plus fiables possibles. Il faut aussi faire attention sur ce volet physico-chimique, puisque les informations, comme toute information issue de sciences, peuvent être mises en question. C'est une connaissance qui est en constante évolution. On interprète en l'état des connaissances actuelles. Et évidemment, il faut faire attention à ces interprétations et à ce qu'on peut faire dire des matériaux. Alors, moi, j'ai pu classer, j'allais dire, les différentes études qu'on a pu faire dans le passé selon deux grands axes, je dirais, sur les manuscrits. Un axe où l'étude de la matérialité permet d'améliorer la lisibilité ou de révéler des textes qui en sont disparus. En tout cas, l'objectif, c'est de retrouver un contenu qui ne serait pas directement visible à l'œil. Et une deuxième grosse partie sur vraiment les matériaux en eux-mêmes, leur caractérisation et leur cartographie, donc la distribution dans l'espace de ces matériaux, qui vont renseigner cette fois-ci plutôt sur les savoir-faire techniques, sur une culture matérielle. Et avec ces informations-là, parfois on peut avoir des informations sur une datation, une provenance précisée des commerces ou des échanges grâce à l'étude de ces matériaux. Alors, avant de rentrer dans le détail de quelques études pour vous montrer ce qu'on peut tirer de ces informations, quelques points méthodologiques qui, je pense, sont importants pour comprendre après nos problématiques sur la mise à disposition de ces données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une méthodologie qui est mise en place pour ces études, une méthodologie qui fait souvent appel à différents axes, différentes approches. Une approche, on va dire, morphologique pour voir comment un objet est organisé, voir les différentes strates, voir les différentes zones, avant de commencer une analyse qui serait plutôt d'ordre élémentaire. On s'intéresse à la composition élémentaire, quels sont les éléments chimiques présents dans la matière. Mais cette première étape n'est souvent pas suffisante pour déterminer quels sont les matériaux, puisqu'on peut retrouver les mêmes éléments dans différents matériaux. Et on a donc souvent besoin d'une autre phase, qui serait plus de l'analyse structurale,
comment ces éléments chimiques sont organisés les uns par rapport aux autres pour pouvoir conclure sur la nature de ce matériau. Évidemment, cette méthodologie est vraiment très basique, je dirais. Elle s'adapte en fonction des matériaux qu'on est susceptible de rencontrer, mais également des problématiques auxquelles on va être confronté. Donc, on peut avoir toute ou partie de cette méthodologie selon les questionnements. Deuxième point sur lequel j'insiste, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande d'être le moins invasif possible, donc de faire le moins de prélèvements possible afin de conserver, de garder l'intégrité de l'objet et de le transmettre aux générations futures, ce qui est tout à fait louable, mais également aussi de travailler in situ afin de ne pas déplacer l'objet. À la fois, ça facilite les choses d'un point de vue, on va dire, des assurances, mais également sur la sécurité de l'objet. Moins on le déplace et plus il est facile de mieux le conserver. Donc, d'où dans ma présentation le fait qu'on développe beaucoup des techniques transportables et non invasives, où on va plutôt se baser sur l'interaction lumière-matière. En gros, on va utiliser des rayonnements de différentes natures et puis on va regarder comment la matière réagit face à ces rayonnements. Donc, vous avez quelques images ici de différents équipements qu'on peut être amené à transporter, donc qui sont plus ou moins faciles à transporter, mais qui montrent un peu ce qu'on peut faire sur des documents. Et ce qu'on voit déjà à travers cette diapositive, c'est que ce n'est pas une technique, c'est souvent plusieurs techniques. Pour avoir des résultats les plus fiables possibles, pour être plus précis dans nos interprétations, on a besoin de cette combinaison de techniques et aussi, dans la mesure du possible, d'une combinaison d'approches. Donc, je vous ai dit, on privilégie principalement des mesures sur site, mais ces équipements, ils ont leurs limites. On ne peut pas répondre à toutes les questions uniquement avec ces instruments. Donc, on peut être amené, si on en a la possibilité, soit à amener le document, l'objet au laboratoire, soit, dans certains cas, à réaliser quand même des prélèvements qui sont de plus en plus petits puisque nos techniques sont de plus en plus sensibles. Et ces prélèvements, parfois, peuvent nous permettre de répondre à des questions très précises, soit en laboratoire, soit sur des grands instruments, par exemple les synchrotrons, qui peuvent nous donner des résultats à d'autres échelles ou d'autres natures de résultats. L'autre tendance actuelle, c'est également de travailler avec de l'imagerie chimique plutôt que de l'analyse ponctuelle. Donc, l'analyse ponctuelle, c'est une analyse qu'on réalise en un point, comme son nom l'indique. Donc, on fait une analyse sur une toute petite surface de l'objet qui nous intéresse. À partir de ces analyses, on va croiser avec des sources historiques, avec les résultats d'autres études matérielles qu'on peut rencontrer dans la bibliographie. Quand on n'a pas la réponse réellement à nos questions, on peut aussi passer par une phase d'expérimentation en laboratoire ou de développement de traitement de données vraiment spécifiques si on n'arrive pas à conclure avec ce qui a déjà été fait auparavant, pour finalement conclure sur la nature et les modes de préparation des constituants. Mais au-delà de ces analyses ponctuelles, on se rend compte en fait de plus en plus de la nécessité d'aller regarder plutôt sur des questions d'imagerie ou de cartographie, pour voir la distribution de ces matériaux dans le document. Donc, c'est une analyse qui est beaucoup plus riche, je dirais, puisqu'on va obtenir une information en chaque pixel de notre image. Donc, après, la résolution dépend un peu de ce qu'on veut faire. Donc, c'est très intéressant, ça nous permet d'avoir une dimension supplémentaire, mais ça nous apporte aussi beaucoup de questionnements sur le traitement des données, mais également sur le stockage, puisqu'on se retrouve avec des données beaucoup plus lourdes, beaucoup plus conséquentes. Alors, ça, c'était une vision un peu générale de la méthodologie et de ce que l'on fait. Maintenant, on va peut-être passer à quelques exemples concrets en essayant de vous montrer tout l'intérêt de ces analyses, avec ce premier volet sur l'amélioration de la lisibilité. Et donc, je vais vous présenter très rapidement un premier exemple sur un manuscrit du Mont-Saint-Michel, le manuscrit 50, que nous avons étudié
à l'aide d'un scanner 2D XRF. Alors, c'est un équipement qui permet d'avoir une analyse élémentaire, de savoir quels sont les éléments présents sur une surface. Et donc, on réalise des cartographies pour repérer cette distribution d'éléments sur la surface analysée. Et donc, dans ce manuscrit qui était considéré comme le premier manuscrit produit par le Mont-Saint-Michel, par le scriptorium du Mont-Saint-Michel. On se retrouvait avec une enluminure pleine page, la première enluminure pleine page, avec un texte juste à peine visible, écrit sous ou sur un fond coloré marron. Donc on peut se poser d'ailleurs la question si ça a toujours été de cette couleur-là, mais qui rendait ça aujourd'hui difficilement lisible, cette inscription-là. Et donc, pour notre chance, pour notre bonheur, cette encre qui est utilisée est une encre ferrogallique, donc qui contient du fer, alors que le marron de ce fond est un marron à base d'un colorant organique qui ne contient pas de fer. Donc, la cartographie du fer, ici, nous a permis d'améliorer cette lisibilité de cette inscription, de pouvoir lire Geldoin, moine de Saint-Lomère de Blois, mais je demanderai peut-être un jour à Stéphane Le Couteux d'en dire un peu plus sur l'aspect historique. La seule chose que je veux vous dire, c'est que là, on a une information sur le donateur de ce livre qui remet en question sa production en fait au scriptorium du Mont-Saint-Michel, donc ici plutôt dans la vallée de la Loire. Donc voilà le type d'information que l'on peut avoir grâce à cette étude de matériaux qui va ici remettre en question l'attribution de ce manuscrit, en tout cas de se poser des questions sur sa provenance. Et donc je vais passer la parole tout de suite à Gilles pour un autre projet qu'on a eu en commun sur les manuscrits de Chartres. Bonjour à tous, merci Anne pour ce très bel exposé. Alors pour illustrer en fait cette collaboration, ce travail intense qui a été conduit avec le CRC et d'autres équipes, j'ai souhaité vous parler du programme de Chartres, programme important donc d'abord de numérisation de ce corpus très important qui malheureusement donc est sinistré. Hein, c'est une bibliothèque donc qui a été, les manuscrits ont été brûlés suite au bombardement donc, par les Américains à l'hôtel de ville le 26 mai 1944. Et on trouve ces manuscrits dans des états extrêmement différents. Alors aujourd'hui, ce travail est quasiment, pour la partie numérisation, achevé, puisqu'on a en ligne un peu plus de 482 cotes, c'est-à-dire un volume très important, 95 585 vues, ce qui est donc pour les chercheurs de l'IRHT, qui est donc ce programme aussi, je voulais vous le dire, il est piloté par Dominique Poirel, par Claudia Rabel et par Johanna Fronsac et les collègues du labo. Donc c'est un programme donc il était vraiment intéressant de parler, puisqu'il y a un volet donc qui est consacré à l'analyse des matériaux et surtout la mise en place d'un système donc, de prise de vue. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Anne. Un système de prise de vue donc, pour améliorer donc, la lisibilité des écritures qui ont été fortement altérées donc, dû au phénomène de gélatinisation qui est lié donc, à l'incendie. Alors, cet exemple, je l'ai pris parce qu'il est intéressant aussi sur le plan de la méthodologie. Parce que très tôt, que ce soit avec les chercheurs de l'IRHT, les conservateurs, les restaurateurs, puisqu'on a eu aussi un volet restauration en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, puisqu'on a relaxé une partie de ces parchemins, il y a très tôt s'est posé la question de comment numériser ces documents, comment les étudier, quels outils, quelles méthodes. Et du coup, comment annoter tous ces éléments. Et puisque là, on est véritablement tant pour la production des images que pour la diffusion et pour l'exploitation, on est dans cette idée de comment on va relier tous ces éléments à travers des métadonnées pour les rendre au final interopérables à travers différents outils. Donc, il a fallu mettre en place assez rapidement un plan de gestion des données structurées, si ce n'est déjà pour la prise de vue. Diapo suivante, s'il te plaît, Anne. Oui, tous les feuillets du manuscrit donc, ont été examinés par les restauratrices, les chercheurs, les conservateurs. Et un véritable cahier de bord a été établi, d'une part pour le contrôle des cotes, le nombre de boîtes, la comptabilisation des feuillets. Et comme on est sur des tout petits fragments, parfois qui font 1 centimètre, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je salue d'ailleurs au passage tous les photographes qui ont contribué à la mise en place de ce corpus, qui est en ligne aujourd'hui dans la bibliothèque virtuelle des manuscrits.
Alors, il y a Louise Michler, il y a Vincent, il y a surtout Alexandre qui vient de terminer la campagne. Et donc, encore une fois, un grand merci pour leur travail très précis et qui a permis donc de mettre en ligne toutes ces données. Alors, l'autre point, c'est le rapport de faisabilité, aussi l'état matériel des feuillets. Là aussi, il a fallu faire une description des altérations, du parchemin, de la généralisation, parfois les textes étaient effacés, et puis aussi d'un rapport de traitement après la relaxation et la numérisation. Donc là encore, ça a suivi un protocole très précis. Et enfin, pour ce qui nous préoccupe donc aujourd'hui, c'est la collaboration qu'il y a eu avec le CRC et l'analyse très précise qui a donné lieu à un rapport, donc dans le cadre du projet RIMAC de Fabien Potier, sur l'utilisation donc de l'ultraviolet. Donc tout simplement, en fait, on avait fait des essais déjà par le passé avec le multispectral, mais déjà en fait, l'exploitation, enfin la prise de vue en ultraviolet, donc les ultraviolets donc, qui se situent donc à 350 et 380 nanomètres, ont permis donc d'établir avec une précision, et puis aussi ensuite avec un traitement sur imagerie, une restitution très accrue de l'écriture. En diapo suivante, voilà. Là, on voit très clairement que là, les écritures à gauche sont effacées et avec l'ultraviolet, sans aucun traitement déjà, on a un premier résultat tout à fait spectaculaire avec l'application Capture One Pro. Et la diapo suivante, c'est, je pense, voilà, ça c'est un autre exemple après traitement qui a été donc réalisé par Fabien Potier. Et ce qui était intéressant aussi avec le travail qu'on a mené donc, sur Chartres, puisqu'on l'a fait sur quelques manuscrits, et aussi en collaboration avec les chercheurs qui leur ont permis donc de déchiffrer beaucoup mieux l'écriture. Ce qui était intéressant, c'était aussi la mise en place d'un protocole pour la prise de vue sous ultraviolet. Diapo suivante. Voilà. Un autre aspect qui a été conduit par le CRC, donc, et notamment par Lauriane Robinet, qui était aussi présente d'ailleurs quand on a fait toutes ces prises de vue sur Chartres, c'est la conservation et le vieillissement en fait, de la peau de parchemin. Puisqu'on est sur le parchemin, le papier, vont constituer des éléments très importants, tant pour l'analyse des matériaux, mais que pour les aspects codicologiques. Alors, Anne l'a parfaitement expliqué tout à l'heure pour les provenances, pour la datation, mais aussi pour la collation des cahiers. Il y a une imbrication très importante dans l'analyse des matériaux, la manière dont ils ont été fabriqués. Diapo suivante, donc c'est une illustration. Donc, pardon, je vais essayer d'être moins rapide. Donc, ce qui était intéressant, c'est que Lauriane Robinet donc, a utilisé la technique du collagène, puisqu'on est sur une peau, pour caractériser justement le vieillissement, donc la dégradation des parchemins. Et là encore, c'est un élément tout à fait intéressant pour voir justement comment peuvent vieillir les colorants qui sont utilisés. On a parlé tout à l'heure des encres ferrogalliques, mais aussi les pigments. Donc, c'était un complément, on va dire, tout à fait. Et donc, toutes ces études sont en ligne, hein, puisqu'elles ont donné lieu à des thèses. Diapo suivante. Voilà. Alors, un autre programme de l'IRHT qui me semble tout à fait novateur et tout à fait, comment dire, dans la lignée de cette idée de travailler avec des équipes. Et puis là, pour le coup, on est sur un travail de collaboration scientifique et technique avec une équipe donc, de Stuttgart, donc une collaboration qui a donné lieu aussi à une convention. Alors, l'équipe qui est chargée actuellement donc, du repérage et du catalogage des filigranes donc, à la bibliothèque de Saint-Omer, donc à partir du grand programme de catalogage des manuscrits de Saint-Bertin. Donc, c'est l'équipe sous la houlette de Dominique Stounman, qui comprend aussi Marlène Elias-Baron, Sébastien Barré et Nicole Pinto. Donc, toute cette équipe donc, avec laquelle on travaille pour la détermination, enfin le repérage et le catalogage des filigranes, est née d'une vraie collaboration avec l'Allemagne, donc comme je vous le disais, avec les archives du Bad Winterberg de Stuttgart, où on s'est rendu donc, en juillet 2019 pour, d'une part, apprendre à cataloguer sur une de leurs applications, pardon, pas une application, un système documentaire complet qui prend d'ailleurs ses sources aussi dans le catalogue Bernstein et que
et que Louise a montré donc, au tout début, qui est ce logiciel donc s'appelait WZIS et a donné lieu aussi à l'occasion d'un stage de formation à l'IRHT en décembre 2021. Donc, ce vaste programme donc, a bien avancé et donc on a découvert non seulement toutes les techniques pour le catalogage des filigranes, mais aussi les techniques pour numériser des filigranes. Donc, diapo suivante, Anne, s'il te plaît. Voilà. Révéler donc un contenu caché. Donc, numériser des filigranes, cela peut poser donc pas mal de problèmes. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je le dis au passage, il y a eu un long héritage aussi, comment dire, à l'IRHT, pour s'intéresser à tout ce qui touche aux matériaux du livre. D'abord, il y a eu un GDR, rappelons-le, en 2007, qui avait été tenu par Corinne Bourlet et puis par Monique Zerdoun. Les premiers essais qui avaient été faits ont été faits notamment à la Bibliothèque nationale de France. C'était ce qu'on utilisait à l'époque, la bêta-radiographie. Alors après, ensuite, on peut utiliser des feuilles souples, mais très vite se pose le problème du texte qui masque en fait le filigrane, hein, comme vous le savez, et qui apporte une information très très importante pour la construction et l'élaboration des cahiers. C'est pour ça dire souvent qu'on a des filigranes qui sont dans le creux de la reliure, ce qui peut poser des problèmes. Et donc, ce qu'on a découvert donc, à Stuttgart, c'est un matériel tout à fait innovant, la station AT-Wise, qui permet donc une caméra infrarouge, qui permet donc de numériser les filigranes, donc des manuscrits papier, en notant, on va dire, le texte. Alors ça, c'est un exemple c'est l'installation qu'on a eue à la bibliothèque Saint-Omer. D'ailleurs, Manfred Meyer, qui a conçu donc, et qui fabrique cette machine, est venu nous l'installer, nous a accompagnés donc, dans l'apprentissage du logiciel de capture. Et les résultats sont déjà en ligne dans la bibliothèque virtuelle des manuscrits, où on a déjà un certain nombre important de filigranes qui viennent à la fois donc, de ce nouveau dispositif. Alors, diapositive suivante, Anne. Alors, le procédé est tout à fait ingénieux, finalement relativement simple, puisqu'il s'agit donc encore une fois, je le répète, c'est professeur Manfred Meyer qui vient donc de l'université de Graz, Autriche, donc qui nous a donc vendu cette machine, donc c'est l'IRHT qui vient d'acquérir. Elle est installée actuellement à Saint-Omer et elle donne lieu donc à une campagne. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'en fait, on est sur une caméra IR assez conventionnelle, hein, pas de grande taille en fait, puisque le filigrane, la numérisation du filigrane ne nécessite pas, à vrai dire, une résolution très, très importante, puisque c'est une petite surface du papier que l'on souhaite numériser. Mais en revanche, en fait, ce qui est ingénieux, c'est qu'à partir de 1050 nanomètres, dès que vous avez, donc si vous émettez une lampe avec une lampe infrarouge de la chaleur, donc la chaleur laissant passer à travers les contusions seulement le filigrane, le filtre infrarouge stoppant en fait les encres ferrogalliques, on ne voit apparaître au final que le filigrane. Et ce qui est tout à fait saisissant, d'ailleurs, on en a fait une démonstration au public à Saint-Omer durant les GEP, les journées du patrimoine à la bibliothèque, c'est qu'on peut travailler en plein jour. On n'est pas du tout dans une configuration du type prise de vue multispectrale ou hyperspectrale qui nécessiterait de travailler dans le noir. Là, en fait, vraiment, il ne faut pas travailler dans plein jour, mais dans une pièce dans la pénombre est tout à fait suffisant pour pouvoir faire des photographies. Donc là, c'est un merveilleux exemple, je dirais, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis encore une fois, je félicite cette équipe très dynamique. Je suis plein d'admiration pour tout ce qui est fait sur Saint-Omer, tant pour le catalogage que pour les prises de vue de filigrane. Mais c'était une très belle idée, c'était un bel exemple de collaboration entre un pays, le nôtre, et un pays étranger, l'Allemagne. Et en plus, nos collègues allemands sont venus. Enfin, voilà, c'était un très bel exemple. Diapo suivante. Voilà. Alors, il y a aussi, évidemment, toute une partie qui est un secteur en plein développement mais qui existe depuis déjà, qui était déjà présent, même quand je suis rentré à l'IRHT, en 91, on me parlait de la numérisation, enfin de la prise de vue des palimpsestes. C'est effectivement comment arriver à révéler des écritures sous-jacentes ou cachées. Diapositive suivante. Alors ça, c'était un exemple qu'on avait fait donc, sur Saint-Omer.
Et j'aimerais donc parler d'une chose quand même très importante, puisqu'on est, on débat aujourd'hui sur les perspectives, sur l'innovation, sur comment préparer l'avenir, et je tiens quand même à signaler qu'il va y avoir donc sous la houlette technique, on va dire, de l'IRHT, l'acquisition donc très prochainement en 2022 d'une plateforme de numérisation multispectrale en ultra haute résolution pour les SHS. Alors, elle ne sera pas, elle pourra donc, c'est un appareil qui va être mutualisé, qui est financé dans le cadre du DIM. Hein, on a déjà travaillé dans le cadre du DIM, puisqu'on a acheté un magnifique numériseur en berceau actuellement, qui est installé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Et cet appareil est tout à fait... alors, il va y avoir un appel d'offres, on n'est pas encore arrêté, si vous avez vu, sur l'appareil en question, parce que dans le cas d'un appel d'offres, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir justement un panel de propositions, mais d'ores et déjà, par rapport aux différentes stations qui permettent donc de faire du multispectral, ce qui est très intéressant dans celle que j'ai pu voir, dans la diapositive suivante, c'est qu'on a des résultats très très vite. C'est-à-dire que pas de problème de mise au point. En multispectral, c'est très compliqué la mise au point. On a d'autres spécialistes dans la salle qui peuvent nous en parler. Et surtout, on travaille donc avec des longueurs d'onde qui vont nous permettre de travailler dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, jusqu'à une sensibilité de 1150 nanomètres, ce qui est quand même considérable, et surtout d'avoir un résultat en moins d'une heure. En moins d'une heure, vous pouvez avoir 16 illuminants. On travaille dans multibande ou en narrowband. Alors, on n'est pas sur une caractérisation aussi précise que l'hyperspectral. Anne pourra le confirmer, hein, ni dans un échantillonnage physico-chimique, mais sur une numérisation, on va dire, de masse, ce type de station va permettre d'avoir des résultats spatiaux tout à fait intéressants. Voilà. Et puis, je vais redonner la parole à Anne. Oui, donc pour ce deuxième axe d'études possibles en étudiant les matériaux, s'intéressant donc plutôt cette fois-ci au côté cartographie, caractérisation des matériaux sur les savoir-faire techniques. Gilles, je ne sais pas si on a le temps de faire tous les exemples. On est peut-être un peu en retard. Ce serait peut-être un peu difficile. Hein. Il est déjà 12h42. Oui. Alors, je vais passer très, très vite. Juste pour vous dire que donc nous, par exemple, on a au CRC fait un gros projet sur les manuscrits du Mont-Saint-Michel, dont vous avez eu un tout petit aperçu tout à l'heure sur le côté visibilité. Projet mené par Lauriane Robinet et Stéphane Lecouteux sur la caractérisation de ces matériaux constitutifs de ces manuscrits entre la fin du Xe et la fin du XIIe siècle pour avoir une évolution des pratiques employés par les copustes et les enlumineurs. Donc, je vais passer très vite. Bon, la méthodologie, on l'a déjà vu. Nous, là, on a fait toutes les différentes étapes dont j'ai pu parler auparavant. Je passe sur le fait que ces matériaux ne sont pas si faciles à identifier juste à l'œil, juste pour vous dire qu'il y a des subtilités. Ce projet, ça nous a permis de faire une espèce d'évolution des matériaux employés avec des ruptures assez franches, assez nettes à des périodes sur le choix des matériaux qui peuvent être vraiment très intéressantes pour replacer un manuscrit sur une datation beaucoup plus fine si on ne le connaissait pas auparavant. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'on n'a plus du tout le temps, mais ce gros projet-là nous a permis aussi d'explorer le côté imagerie, de se rendre compte qu'au sein d'une même enluminure, on peut avoir différents matériaux qui ont pu être utilisés pour une même couleur, et ça nous interroge énormément sur les pratiques au sein d'un scriptorium pour ces enluminures, mais je vais passer. Et tout ça pour arriver à la fin, puisque c'est ça qui nous intéresse, aux données et à la mise à disposition de ces données. Juste un exemple donc sur ce projet qui nous a permis d'accumuler énormément de données. Sur ces analyses ponctuelles, on a 2400 spectres. Sur l'imagerie chimique, on a 530 gigas, donc c'est assez énorme. À la fin, on a à peu près 1 téra de données. Et ces données, pour l'instant, elles sont uniquement au sein de notre laboratoire. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir mettre à disposition ces données pour ce projet, mais pour tous les autres qu'on a pu mener auparavant et ceux qui vont venir. Mais pour l'instant, ces données, tout est à faire.
à la fois sur la structuration et la normalisation de ces données. Et là, il y a pas mal de travail à faire pour que cela puisse s'inscrire dans le respect des principes FAIR. Donc, je passe là-dessus. Mais dans on a pour nous ce côté positif qui est que d'autres disciplines se sont déjà engagées depuis longtemps dans ce processus de partage des données, notamment en archéologie, et que donc on va pouvoir s'appuyer sur une expérience d'autres laboratoires sur ce côté stockage qui est absolument indispensable avant le partage des données. Et très rapidement, donc, le gros enjeu pour nous, c'est que ces données puissent être réutilisées par des spécialistes, certes, et là, c'est les données brutes qu'il faudra bien renseigner, notamment avec les aspects de métadonnées, mais également à une communauté d'historiens des cultures écrites. Et là, cela veut dire le développement d'outils simples d'utilisation, fiables, et accessible à des non-spécialistes. Et là, on a énormément de travail à faire pour que ces outils soient à la fois bien conçus, donc puissent être exploitables par la communauté qui nous intéresse, mais qui ne nécessitent pas du côté de ceux qui fournissent les données, donc du côté laboratoire, une procédure trop complexe qui rendrait les choses complètement impossibles à réaliser. Derrière aussi, de nombreux défis sur qu'est-ce qu'on donne comme information, une donnée totalement, partiellement interprétée. Est-ce que je mets à disposition toutes les strates d'images? On a parlé de cartographie, mais en fait, une cartographie peut être totalement biaisée par une dynamique d'image mauvaise, par quelque chose comme ça. Donc, on peut donner l'impression de facilité par le côté imagerie, mais qui derrière peut être mal interprété ou ne pas rendre compte de la totalité de l'information. Donc, on a de nombreuses questions derrière qui vont nous occuper ces prochaines années dans ce cluster. Et on espère qu'à la fin, toutes ces données puissent être aussi facilement accessibles que tout ce qui a été fait sur la numérisation et le catalogage et tout ce qui a été fait au sein de Bicima ces dernières années pour que ces données soient également consultables avec la même facilité et qu'on puisse du coup avoir de nouvelles études grâce à ces données des matériaux qui, je pense, peuvent être très utiles pour les historiens des cultures écrites. Alors, je suis désolée, nous avons été très, très longs, donc, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Anne et à Gilles pour cette très belle présentation. Certes longue, mais c'est simplement parce que vous avez énormément de choses à dire, parce que c'est passionnant et parce que, et là, juste pour dire, si j'avais votre présentation, si cette présentation était disponible telle qu'elle, ce serait merveilleux, notamment pour les étudiants, je pense. On peut pratiquement s'appuyer sur tout ce que vous avez fait tous les deux ici et ce que vous avez présenté pour donner des cours sur les nouvelles technologies d'histoire des matériaux à destination des étudiants de L comme de master. C'est en tout cas extrêmement passionnant et très prometteur. Mais j'arrête de parler parce que le temps continue à filer et je préfère laisser la parole à la salle pour des questions. Alors, sinon, j'avais une toute petite question, le temps que ça chauffe un tout petit peu, puis je comprends aussi parce que le temps a bien filé. Juste une toute petite question sur les référentiels. Tout à l'heure, Claudia Fabian nous parlait de référentiels spécifiques mis en place dans le cadre du Handschriftenportal qui est développé en Allemagne. Et notamment, il y avait des référentiels autour d'objets très pointus comme les filigranes et d'autres objets dont je ne me souviens plus ici directement, mais des objets très spécifiques. J'aurais voulu savoir si vous aviez d'emblée pris en compte ou si vous aviez déjà en tête l'idée de la création de ce genre de référentiel ou de discussion avec des référentiels existants. Bon, en fait, on doit parler de deux maîtres, c'est Picard et Briquet, en fait. Hein. Comme tu sais, ce sont eux qui ont beaucoup travaillé sur la question des filigranes. Et en fait, en ligne, tu as le catalogue Bernstein, et sur lequel s'appuie énormément le système d'information documentaire qui permet donc d'intégrer des filigranes et sur lequel
l'équipe avec Dominique Stounman a organisé une session de formation. Enfin, j'espère avoir répondu, mais c'est à ma connaissance le référentiel qui existe pour les filigranes. Voilà, pour les filigranes. Et pour les autres matériaux, pour les autres types d'analyse, est-ce que des référentiels potentiels existent du côté des sciences physico-chimiques? C'est un peu plus complexe parce que nous, on est plus novices sur ces questions de partage de données, de référentiels, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le développement d'une ontologie un peu commune, on va dire, mais on se rend compte que très rapidement, chacun a ses spécificités et que c'est difficile d'avoir quelque chose qui balaye l'intégralité des matériaux qu'on peut rencontrer. Donc, il y a des choses qui se font. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui soient vraiment stabilisées, mais en tout cas, ça nécessite, nous, de notre côté, à faire partie de différents consortiums, différents rassemblements ou de laboratoires ou d'utilisateurs, ça dépend, pour justement rentrer vraiment dans cette ligne et pas altérer quelque chose de complètement différent qui ne sera pas du tout utilisé par la suite. Mais c'est toute la difficulté là sur cette thématique-là, c'est qu'il n'y a rien qui est aussi stabilisé, on va dire, que sur l'image. Voilà. Donc, j'ai bien aimé le lien que Régis a fait avec 3IF, parce qu'effectivement, on va voir sur l'aspect imagerie, enfin, je pense qu'on va tout de suite y passer sur 3IF, mais il y a encore plein de questions qui se posent. Plus sur le côté, on va dire, analyse spectrale, où là, c'est un petit peu plus compliqué, même si on a vu une possibilité de présentation de données. Mais là, il y a encore pas mal de réflexions à avoir sur cet aspect-là. Là, tu parlais de la caractérisation par rapport aux colorants ou les signaux XRF. Et ce qu'on a découvert, ce qu'on s'est rapproché, il faut quand même le mentionner très rapidement pour nos collègues, c'est que dans le domaine de l'archéologie, par contre, il y a des ontologies qui commencent à se mettre en place et il y a des consortiums. Donc, il y en a un qui est donc conduit par la MSH de Tours, le consortium MASSA, et dans le domaine donc, de l'archéologie, donc qui n'est pas tout à fait les disciplines, mais qui quand même, auxquelles on doit vraiment s'intéresser. D'ailleurs, ça va donner lieu à un stage qui est organisé actuellement par la MSH de Tours par Olivier Marley, c'est SIDOC-CRM, qui est un référentiel dans lequel on peut, alors je ne sais pas s'il est d'une très grande stabilité, mais c'est un référentiel qui est, comment dire, vraiment qu'il faut prendre en compte, quoi. C'est plutôt une ontologie, mais tu as absolument raison. Il y a des choses à faire de ce côté. Nicole Berrioux voulait la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Vous m'entendez? Très bien. Je voulais simplement signaler que on a beaucoup parlé ce matin aussi des musées, des collaborations avec les musées éventuellement, et il se trouve que j'ai fait l'expérience récemment dans le cadre d'un travail collectif sur un manuscrit d'une collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France, d'une part, et avec, d'autre part, le département de conservation de la Bibliothèque nationale pour un manuscrit qui a été acquis par la Bibliothèque nationale et qui a été intégralement étudié par une équipe internationale. C'est le petit manuscrit franciscain minuscule de 8 cm sur 12 qui devait faire l'objet d'une restauration, mais elle a été faite le plus légèrement possible. Et par ailleurs, donc, ce manuscrit a donné lieu à une étude simultanée par les spécialistes de l'analyse des matériaux et par les spécialistes de toutes les disciplines qu'on peut évoquer concernant l'interprétation du manuscrit pour converger vers une datation qui est essentielle puisque ça permet de montrer qu'il a été produit pratiquement après la mort de François d'Assise, dans une période très très bien délimitée que l'on peut véritablement conforter par cette collaboration. Donc là, les musées de France ont contribué à apporter leur regard sur les aspects les plus techniques de l'analyse. Voilà.